Voilà, nous avons vu que nous arrivons à une période où nous avons passé le pic de pétrole et nous allons entrer malheureusement pas seulement dans une période de notre histoire où nous aurons dépassé et nous aurons exploité les ressources de pétrole, mais également les autres, le reste. Nous sommes en train d'entrer dans une période où on peut parler de pic de tout, pic de toutes les ressources, et nous allons voir pic de croissance. Nous sommes nombreux, et comme je vous l'ai dit, la consommation, les habitudes de 7 milliards d'habitants sur la planète, eh bien, elles ne vont pas de manière générale, bien qu'il y ait des exceptions, bien qu'il y ait des gens qui essaient de vivre avec de manière plus frugale, et bien qu'une grande partie de la population mondiale vive avec très très peu de consommation de ressources, la tendance est que de plus en plus de gens à travers le monde veulent vivre avec une consommation plus proche de celle des pays plus développés, en tout cas dans le matériel. Donc typiquement, bien l'Africain veut vivre comme l'Européen, l'Indien veut vivre aussi comme un Américain, le Chinois également. Et nous n'arriverons pas il n'y a pas de ressources suffisantes pour que chaque habitant de la planète ait une maison construite avec une place de parking, une voiture, des routes, un plein d'essence tous les jours pour aller travailler, des écoles pour les enfants avec un ramassage scolaire par bus, des grandes villes alimentées par l'électricité, l'eau courante, des transports de nourriture pour achalander de manière extraordinaire les supermarchés de biens et de denrées du monde entier. Tout cela n'est pas possible avec les ressources que nous avons aujourd'hui. Il faudrait d'autres planètes, il faudrait exploiter des gisements de matières premières, etc. Et les mêmes critères qui font que l'exploitation du pétrole, eh bien, elle va vers des plus grands coûts et des plus grandes raréfactions, eh bien, la même logique peut s'appliquer sur toutes les matières. Nous voyons ici, à la fin du 19e siècle, une pépite de cuivre. Eh bien voilà, ben, à l'époque, lorsque nous avons commencé à exploiter ces matières, eh bien elles étaient abondantes, elles étaient faciles. Il suffisait de trouver des endroits où il y avait des gisements. Ils étaient voilà faciles à découvrir. Il suffisait ensuite de les casser, de les faire fondre. Et voilà, vous aviez par exemple ici du cuivre. C'était très très facile, quasiment pur, facile à traiter, facile à utiliser. Aujourd'hui, une mine de cuivre, ça ressemble à ça. Ce sont des immenses trous dans les montagnes. Ici, typiquement, une grande mine dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. J'en ai, pour ma part, visité dans le travail que j'ai fait en Afrique, en Zambie, les mines du nord de la Zambie, la société ZCCM, qui était l'un des gros clients avec lesquels on travaillait. C'est impressionnant. Vous voyez des trous de plusieurs, bien sûr, kilomètres de diamètre et des kilomètres, voire des centaines, parfois des centaines de mètres de profondeur, dans des montagnes, dans des vallées, transformation de l'environnement absolument colossale et impressionnante. Tout ça pour trouver des terres qui sont considérées comme riches en minerais, en l'occurrence du cuivre. Et aujourd'hui, on considère une terre riche en minerais quand elle a plus que 1 kilo par tonne. C'est-à-dire qu'il faut excaver 1 tonne de terre pour en sortir 1 kilo de cuivre. Et lorsque vous tombez sur une mine où il y a 3 kilos de cuivre par tonne, c'est une mine extrêmement rentable aujourd'hui et extrêmement intéressante. Nous arrivons à la pénurie d'une part de ces ressources, mais aussi leur coût va être de plus en plus phénoménal, coût d'une part financier, mais aussi en ressources. Chacune de ces... Vous imaginez bien qu'on ne creuse pas des montagnes et des trous comme ça avec des petits doigts et des petites ongles de petits enfants de pays pauvres. Il faut des excavateurs géants, il faut des camions, tout ça, il faut traiter ensuite ces minerais, les tamiser, en sortir le cuivre, les chauffer, etc. Tout ça, c'est considérable en énergie. Et on voit que de nombreuses matières premières eh bien, sont sur le point d'avoir atteint ou ont déjà atteint leur pic. Nous voyons par exemple que le charbon, bien qu'il reste en quantité encore massive, commence à décroître. Et il serait intéressant d'ailleurs de voir
que le charbon de meilleure qualité est celui qui a évidemment les plus fortes pénuries. Le coke ensuite, etc. Et aujourd'hui, il reste encore, quand on vous parle qu'il nous resterait plusieurs siècles de charbon, en réalité, ce n'est pas vraiment de charbon dont il parle, mais c'est de charbon de très mauvaise qualité ou de lignite qui sont déjà beaucoup moins intéressants en termes énergétiques que le charbon extrêmement dense et qui brûlait très très bien que nous utilisions et que nous utilisons encore dans les hauts fourneaux pour la création de l'acier et de métaux et d'alliages très performants. Le fer, c'est pareil, nous sommes en train d'arriver à une phase de décroissance des extractions. Le cuivre, nous sommes également sur le point d'atteindre le pic. Cuivre, matériel très important dont les prix ne cessent d'augmenter, qui est très important dans toutes les applications de revêtement, mais aussi d'électricité. Le zinc, c'est pareil, nous avons atteint des périodes de pic. Le plomb, le nickel, le tungstène, le manganèse, la bauxite, pour bientôt, donc l'aluminium aussi au cours de ce siècle, on va arriver à ses limites. Et puis les phosphates fondamentaux pour la production d'engrais, eh bien eux aussi, cette matière, eh bien celle-ci aussi est en train de, elle a largement atteint son pic. Et pour avoir travaillé avec l'OCP au Maroc, par exemple, l'Office chérifien des phosphates, avec des transformateurs de phosphates en Turquie, ou avec des Chiliens qui produisent aussi, qui sont aussi un des pays qui produit beaucoup de phosphate, eh bien, nous arrivons également à une problématique dont nous parlerons au niveau des engrais, la production d'engrais. Le cadmium, qui est fondamental pour la création la création de panneaux solaires, lithium pour les batteries, là aussi, nous sommes en train d'être arrivés à la limite de toutes les ressources que l'on connaît. Il est intéressant de remarquer que le plus grand gisement non exploité de lithium au monde se trouve en Afghanistan. Comme c'est intéressant, ça doit sûrement pas du tout être une raison pour laquelle on persiste à occuper ce pays. Et puis même l'uranium, et si on ajoute éventuellement du thorium, on pourrait avoir encore du combustible nucléaire pendant un certain temps, mais enfin, si nous devions produire toute l'électricité du monde avec l'uranium, par l'énergie nucléaire, en passant outre les dangers éventuels, eh bien, il serait aussi relativement rapidement amené à être en forte pénurie. Et le gaz naturel également, nous voyons que malgré les grandes découvertes, alors celles-ci sont relativement réelles, quand on parle de gaz de schiste, bien que ce soit assez complexe et cher, il y a effectivement encore du gaz dans des poches, et c'est simplement des nouvelles technologies qui permettent d'aller l'extraire. Mais enfin, le gaz aussi atteint les limites relativement bientôt, et nous arrivons à la fin de ce siècle, au plus tard, de toute façon, avec les rythmes de croissance que nous avons, largement à la fin de toutes les ressources, certainement bon marché, mais enfin de toutes les ressources minérales euh, et utiles à l'industrie et à la croissance humaine. Donc le premier effet va bien sûr être une augmentation des prix. Nous voyons que c'est une tendance lourde. Les prix des matières premières sur les 10-15 dernières années ont largement augmenté, et même si on liste tout cela en tenant compte de l'inflation, on se rend compte que tous les biens de nécessité liés au transport, donc avec l'augmentation des prix du pétrole, mais aussi tous les métaux, tous les prix de production d'énergie, et de plus en plus la nourriture et même les biens d'agriculture, nous voyons que la tendance est à l'augmentation assez forte des prix. C'est inévitable. Lorsqu'il y a pénurie, l'une des premières conséquences, c'est l'augmentation des prix. Et enfin, nous voyons que nous sommes finalement à l'exploitation totale de notre monde, et que celui-ci, eh bien, n'est plus suffisant pour tenir le mode économique et le mode de vie que nous avons aujourd'hui. En tout cas, simplement, sans aucune approche morale, sans aucun jugement de valeur, la réalité physique est que notre monde est bientôt épuisé par rapport aux ressources naturelles dont nous avons besoin avec le mode de vie et l'économie que nous avons aujourd'hui. Ceci est relativement, à mon sens, assez indiscutable. On peut ensuite réviser les chiffres, gagner quelques années par-ci par-là parce que nous avons découvert des nouveaux gisements. Mais enfin, grâce aux satellites, les géologues connaissent très très bien la surface terrestre, connaissent très très bien la plupart des recoins
des terres, et puis euh, les réponses ne sont pas bonnes. Il y a peu d'endroits peu connus, il y a peu d'endroits où nous n'avons pas tout exploité. Nous sommes en train d'arriver à la fin de toutes les ressources. Un autre élément qui est lié à notre consommation, c'est que nous transformons par notre consommation ces ressources. En réalité, nous les transformons en déchets. Alors certes, on va pouvoir recycler une partie de ces déchets, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que une grande partie n'est pas recyclable et une grande partie finit simplement par paresse, par manque de prévoyance, mais aussi par coût, par souci de rentabilité. Recycler coûte, transformer les choses coûte beaucoup d'argent, et nous ne sommes pas dans un monde où la logique est l'efficience énergétique, mais au contraire est le profit. Nous en reparlerons. Mais enfin, nous voyons que cette montagne littérale de déchets que notre monde produit, eh bien, nous submerge et nous submerge de matières organiques, de matières toxiques de plus en plus, de matières qui finissent par se déverser dans l'environnement, l'environnement dans lequel on vit, et tout finit par les rivières dans la mer. Et nous avons transformé notre magnifique monde, et à la limite, on peut se passer je pourrais me passer de jugement esthétique, mais enfin, nous avons transformé notre monde en une immense poubelle, un immense dépotoir. Et les océans, pour ceux qui font de la plongée, par exemple, j'ai des amis qui font de la plongée en mer Rouge, et ils me disent que voilà, d'une année à l'autre, ils doivent aller plonger de plus en plus loin, parce que l'avancement de la pollution est tellement flagrant que voilà, les environnements marins dépérissent, les végétaux et les animaux marins disparaissent, pour les voir, il faut aller de plus en plus loin. Et l'on voit que, par exemple, c'est très intéressant, on voit que nous, à travers l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien, nous avons carrément des îles artificielles qui ont été créées par les courants marins qui accumulent des micro-particules et des éléments de déchets, de plastique essentiellement, euh, qui flottent entre deux eaux et qui finissent des immenses îles qui ont des surfaces gigantesques, des surfaces de plusieurs dizaines de fois la France, par exemple, dans le Pacifique, et qui simplement sont là et qui flottent et qui s'accumulent avec les déchets. Et c'est simplement une image flagrante du résultat de notre consommation. L'être humain est clairement en train d'impacter de manière visible l'environnement de manière générale. Les mers, les terres sont impactées. Et sans parler même de la pollution gigantesque que nous créons, alors au-delà de l'image bien sûr émouvante de voir ces animaux, ces oiseaux englués dans le mazout lorsqu'il y a des marées noires, la réalité, c'est que nous sommes totalement en train de détruire et de polluer l'environnement qui nous fait vivre. Et si l'on prend par exemple la surpêche, où nous vidons les océans de manière massive, encore une fois, il faut les nourrir, c'est 7 et 8 milliards d'habitants. Nous vidons les océans de leurs poissons à une vitesse colossale, à tel point que les océans n'ont plus la capacité de se régénérer, que, à moins de prendre des mesures drastiques pour empêcher finalement la pêche dans des régions gigantesques, qui est le cas dans déjà plusieurs régions d'Atlantique où il est interdit de pêcher pour permettre aux populations de poissons de se renouveler, eh bien, lorsque l'on a mangé et pêché le dernier poisson, c'est fini. Il n'y a pas de génération spontanée de poissons, ou alors ça prend très longtemps. Euh, Nous n'avons pas ce temps avec la population que nous avons et la croissance que nous avons. Et il y a un gros problème à l'équation. On ne peut pas résoudre l'équation avec les données aujourd'hui. Et on voit par exemple la morue qui a une décroissance très très forte pour être aujourd'hui quasiment inexistante. Et voilà, donc les pêcheurs se retrouvent aussi sans travail parce qu'ils ont trop pêché, il n'y a plus rien. Et ce qui est vrai sur Terre, ce qui est vrai sur mer est également vrai sur Terre. Nous avons de plus en plus déforesté, transformé les environnements naturels, parfois avec succès, mais de plus en plus, et notamment dans les zones tropicales et équatoriales, où c'est loin, on ne le voit pas, simplement l'exploitation se fait de manière, j'allais dire, chaotique et simplement rapide pour exploiter et tirer le maximum de profit
de la déforestation, soit pour transformer les terres en terres agricoles, parce que nous avons besoin de plus en plus de terres agricoles pour nourrir de plus en plus de personnes, notamment par la production de protéines animales par l'élevage d'animaux, mais aussi pour l'exploitation de bois précieux, l'exploitation des éléments chimiques qu'on retrouve dans la nature, etc. Souvent, cette exploitation, à part quelques exceptions assez intéressantes, heureusement, elle est faite de manière destructrice et avec l'incapacité de l'environnement de se régénérer. Et une fois que c'est détruit, c'est détruit. Une fois qu'un sol n'est plus fertile, il n'est plus fertile. Et on voit que nous sommes à l'aube d'une extermination massive des espèces marines, des rivières et terrestres. Nous voyons que depuis les années 70, le nombre d'espèces vivantes a été réduit de plus de moitié sur Terre. Nous avons, par notre mode de vie, exterminé la moitié des espèces vivantes vertébrées sur Terre. La conséquence, elle est inconnue. Vous imaginez bien que si vous touchez et vous détruisez les éléments de base, le plancton dans la mer, les plantes sur Terre, vous touchez aux animaux, tous ces écosystèmes, tôt ou tard, vont avoir un impact sur l'homme. Alors ici, on voit, je me suis amusé parce que le sujet est tellement sérieux qu'il faut prendre un peu d'humour. Mais enfin, l'être humain est en haut de la pyramide, et donc nous nourrissons d'animaux et de plantes, et si nous détruisons l'environnement qui permet de produire de manière harmonieuse et saine ces animaux et ces plantes, nous allons aussi dépérir. Et si on ajoute à cela l'éventuelle modification du climat par l'effet, en tout cas, alors on ne peut pas savoir s'il est réellement causé par l'homme ou simplement si l'homme a un effet accélérateur à ce système, mais en tout cas, clairement, nous avons des millions de milliards de tonnes de CO2, de méthane et d'azote que nous générons chaque année et que nous expulsons dans l'atmosphère. Euh, Ces matières qui ont mis des millions et des centaines de millions d'années pour être stockées sous terre, si elles se répandent dans l'atmosphère par l'utilisation humaine, il est évident qu'il y a de fortes chances que ceci ait un impact. Alors moi, je reste agnostique. Je vois qu'il y a simplement une corrélation entre des perturbations climatiques et une augmentation des émissions de gaz humains. Alors corrélation ne veut pas dire causalité, mais enfin tout de même, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a des changements climatiques. Les données, bien qu'elles ne soient pas forcément perceptibles à tout endroit de la planète, il se peut qu'il y ait encore des hivers froids, etc. Mais on se rend compte que sur maintenant plus d'une vingtaine d'années, on se rend compte que les climats, notamment arctiques et antarctiques, sont beaucoup plus chauds qu'avant, et nous voyons une fonte, bien entendu, des glaciers, qui est visible. Euh, il est clair, par exemple, où j'habite en Suisse, que les glaciers ont reculé. C'est évident. Alors encore une fois, est-ce que c'est totalement la faute de l'homme, de sa consommation? Est-ce que c'est d'ailleurs on va le voir, est-ce que c'est un problème ou pas? Mais clairement, l'effet est visible. Euh, et au-delà, encore une fois, de l'aspect émotionnel, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment ces effets climatiques vont impacter l'homme, parce que nous avons l'immense majorité de nos infrastructures, notamment les ports, qui sont par définition au bord de la mer, au bord des cours d'eau. Si nous devions avoir par exemple une fonte de glace et une augmentation des niveaux de la mer, ce n'est pas tellement votre maison pied dans l'eau qui est à craindre, mais c'est des ports comme Rotterdam, ce sont des ports comme Shanghai, des infrastructures extrêmement coûteuses qu'il va falloir éventuellement déplacer, et je crains que nous n'ayons pas les ressources pour le faire. Alors, bien sûr, il est intéressant d'imaginer certaines de nos villes côtières se transformer en de nouvelles Venise, mais au-delà de l'aspect rigolo de ce genre de choses qui est relativement euh, peu probable à courte distance, et surtout des changements climatiques brutaux, imprévisibles, des tempêtes de plus en plus fortes, des ouragans de plus en plus imprévisibles et de plus en plus forts qui sont à craindre. Et ces événements ont un impact sur l'homme, au-delà aussi simplement de la destruction d'infrastructures qui est chère et qu'il faudra entretenir d'autant plus.
c'est surtout des événements sur l'agriculture qui sont importants, car autant un agriculteur peut s'adapter à un changement de climat sur une longue durée, en adaptant ses graines, en adaptant ses techniques. Si ces changements sont brutaux ou s'il y a des tempêtes qui ravagent tout, comme on peut le voir ici dans une petite ville dans le Texas ravagée par le passage d'une tornade, eh bien, ça c'est difficile. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que rien n'a été fait. Et c'est très mauvais signe, non seulement pour l'éventuel changement climatique, où l'on voit que depuis 20 ans, c'est une longue durée, les puissances politiques dans le monde n'ont pratiquement rien fait à part faire des réunions et discuter. Ça laisse présager que pour d'autres gros problèmes aussi, ils ne vont rien faire et ils vont être totalement paralysés par des dogmes, par des schémas de pensée et surtout par l'inaction où tout le monde a peur de faire des mesures radicales et importantes. Alors, le problème, c'est que nous allons avoir aussi un impact sur l'agriculture et ce que je crois va arriver comme une des premières conséquences, d'une part de la pénurie du pétrole et des matières premières, mais surtout des éventuels changements très lourds qui sont en train d'arriver dans tout ce qui est climat et écologie, c'est ce que j'appelle des effondrements écologiques. Eh bien, c'est que aussi l'agriculture va être incapable de continuer à produire de manière intensive, de manière industrielle, la quantité de nourriture nécessaire pour la plupart de nous, pour pouvoir nourrir ces milliards de personnes. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons 1% de la population, peut-être 2% dans les pays, on va dire, occidentaux, qui nourrissent les 99 ou 98% de citadins ou qui font d'autres métiers. Et cela a été possible par une très forte évolution entre le 18e, 19e, 20e siècle, par la sélection des semences, une meilleure mécanisation, une mécanisation tout court de l'agriculture, et puis l'utilisation massive d'engrais et de pesticides qui, pendant un temps, donnent une augmentation très forte des rendements, mais qui, à long terme, épuisent les sols et ne seront de toute façon pas durables puisque nous allons avoir de moins en moins d'engrais, de moins en moins de pétrole pour faire fonctionner cette mécanisation. Et donc nous nous rendons compte que nous sommes en train de tuer les sols qui produisent la nourriture, surtout les sols qui traditionnellement étaient fertiles comme les grandes plaines d'Europe, les grandes plaines d'Amérique. Et la grande question va être que se passera-t-il si notre production baisse? De plus, on voit que nous sommes rentrés dans des logiques complètement aberrantes où nous avons par exemple ici de la viande de porc qui a été de cochons qui sont nés au Canada, qui ont été élevés en Australie, qui ont été abattus en Belgique et ensuite découpés et vendus. C'est totalement absurde d'imaginer qu'une grande partie de notre nourriture fait des milliers de kilomètres dans des camions, dans des bateaux, pour être trimballée d'une partie à l'autre du monde, tout ça pour du profit. C'est du profit qui, bien sûr, ne tient pas compte des vrais coûts énergétiques et de la raréfaction des matières premières. Nous vivons aujourd'hui de manière artificielle, et ce qui est terrible, c'est que nous consommons toutes ces ressources pour des conneries. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir du porc à 2 euros ou à 4 euros? L'important, c'est que cette viande, elle soit de bonne qualité, qu'elle soit saine, et que l'animal ait pu vivre une vie décente qui donnera de la meilleure viande. Malheureusement, nous rendons compte que tout est basé sur le profit et que, alors en plus, toute cette production est extrêmement euh, gourmande en eau. Évidemment, plus le produit est animal et surtout un grand animal comme par exemple le bœuf, plus il va consommer de l'eau et il aura besoin d'hectares cultivables pour le produire. Et on voit d'ailleurs que cette agriculture extrêmement gourmande en eau provoque à travers le monde notamment une dégradation très très forte des sols, mais aussi des pénuries d'eau. Nous voyons que les grandes zones agricoles, mais aussi les zones où il y a des changements climatiques et des sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, sont en pénurie totale ou quasi totale d'eau. Le sud de l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique, le nord de la Chine, l'Inde
sont des régions qui se retrouvent avec une très très grande pénurie d'eau. La problématique, c'est que nous l'utilisons de plus en plus dans l'agriculture, pour les animaux, et cette eau devient de plus en plus rare, et surtout, les pluies sont de moins en moins prévisibles, et peuvent venir soit trop vite, trop en grand nombre, ou pas assez, évidemment, en cas de sécheresse. Et là aussi, imaginez la déstabilisation d'une grande partie du Pakistan et de l'Inde si l'eau commence à manquer. Comment vont-ils nourrir leur population? Imaginez des pays comme l'Égypte qui importent l'immense majorité de leur nourriture. C'est le cas aussi de l'Angleterre, mais il y a moins de problèmes, on va dire. Lorsqu'avec l'augmentation du prix des transports, par l'augmentation et la raréfaction du pétrole, ils n'arriveront plus à importer leur nourriture. Il va y avoir des problèmes gigantesques avec des conséquences absolument terribles pour la plupart des gens qui habitent ces régions. Et ceci ne va pas aller mieux parce que nous sommes de plus en plus nombreux, encore une fois avec des habitudes alimentaires de plus en plus riches, et l'eau devient de plus en plus rare. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on voit que l'augmentation annuelle de la production par hectare baisse. Nous sommes quasiment à zéro et nous sommes dans beaucoup d'endroits du monde en fait à une décroissance de la production par hectare parce que les sols s'appauvrissent, il n'y a plus assez d'eau et les engrais deviennent de plus en plus chers. Donc par exemple, pour les céréales, on voit déjà que nous sommes dans une courbe descendante où nous sommes moins capables de produire des céréales par habitant. Alors aussi, il faut bien sûr expliquer que par l'augmentation de la population, le nombre de céréales par tête d'habitant baisse. Mais enfin, c'est une courbe très dangereuse. Nous avons inversé une tendance lourde qui va avoir des conséquences phénoménales sur l'alimentation de milliards et de milliards de personnes. Et voilà. Et donc, en plus, la terre agricole a tendance à baisser. En tout cas, la croissance de nombre de terres agricoles baisse parce que nous avons urbanisé, nous avons pris toute la place et aujourd'hui nous en sommes réduits à essayer de récupérer des terres agricoles, en tout cas dans les grands pays producteurs dans le monde, sur des terres désertiques ou des terres qui ne sont pas adéquates ou alors qui requièrent énormément d'eau et encore énormément d'engrais pour être utilisables. Donc nous arrivons à une voie qui est sans issue. Nos manières de consommer et de vivre sont trop gourmands en énergie et en production agricole, et la production agricole n'arrive plus, et arrivé à son point de rupture, les sols s'appauvrissent et n'arrivent plus à produire. La conséquence risque d'être dramatique. Alors on voit aussi de plus en plus de désertification à travers le monde. On voit que les sols s'appauvrissent. Un sol qui est mort parce qu'on a mis trop de produits chimiques, d'insecticides, parce qu'on a trop fait de l'agriculture intensive. Une fois qu'on lui retire les engrais, il devient très très vite pauvre. On a tué la plupart des petits animaux microscopiques ou très petits vers de terre, némapodes, etc., qui vivent dans la terre, qui l'aèrent et qui la rendent vivante et fertile. Eh bien, la terre est morte. Et il faudra des siècles, voire peut-être jamais, pour qu'elle se régénère. Le résultat, il est connu, il est évident, et c'est depuis la nuit des temps. Et c'est d'ailleurs ce qui a causé la perte de nombreuses civilisations. Lorsque vous n'êtes plus capable de produire de la nourriture, vous avez famine, vous avez euh, troubles sociaux, qui très vite dégénèrent en guerre, parce que les guerres sont d'autant plus faciles à mettre en place lorsque les gens ont faim, lorsque les gens sont énervés, il faudra occuper des terrains pour dominer la production de ressources rares. Regardez la Somalie. Guerre civile parce que peu de ressources alimentaires depuis un grand nombre d'années. Tous les endroits qui ont des gros problèmes alimentaires finissent en situation chaotique de guerre, etc. Guerres qui produisent de plus en plus des fanatismes, peu importe lesquels. Clairement, dans l'histoire, il y a eu des fanatismes de toutes sortes, de toutes religions. Aujourd'hui, clairement, le fanatisme en général est désigné comme étant celui d'une religion en particulier, mais à la limite, il n'y a pas beaucoup d'importance là-dessus. Ça peut être n'importe où, mais la réalité, c'est que lorsqu'il y a des troubles, il y a aussi des gens qui sont énervés. Les gens énervés cherchent des solutions simples à des problèmes complexes. Les solutions simples leur sont données généralement par des hommes ambitieux
Et le résultat, ce sont ou des manipulations, et le résultat, c'est des troubles. Troubles qui vont finir par des vagues et des vagues d'émigration massive, des mouvements de population tels que nous ne l'avons encore jamais vu. Je parlais de l'Égypte ou du Pakistan. Si ces pays ont des carences d'eau et qu'ils n'arrivent plus à produire leur nourriture ou ils n'arrivent plus à l'importer, que pensez-vous qu'il va arriver à 80 millions d'Égyptiens? Vous croyez qu'ils vont se laisser mourir de faim sur place? Non, bien sûr. Ces pauvres gens vont se déplacer. Où vont-ils aller? Vont-ils envahir de manière massive leurs pays voisins? Vont-ils prendre justement des embarcations et tenter de traverser les mers pour aller ailleurs? C'est impossible à le prévoir, mais certainement ils vont faire quelque chose. Euh, les situations vont être dramatiques pour un grand nombre de pays et vont être dramatiques pour les pays qui vont accueillir tout d'un coup un flot ingérable de personnes. Et la tendance, elle est déjà aujourd'hui très forte. Nous avons en Europe plus de pratiquement 1,5 million de nouveaux immigrants par année qui viennent d'Afrique et d'Asie, par exemple. Est-ce que ça va être gérable? Ça va être très très difficile.